Bonsoir à tous, bienvenue dans Breaking News, votre magazine d'actualité qui fait le décryptage des événements marquants de l'actualité du monde. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir M. Serge Nedro. Il est économiste de formation et un éminent observateur de la politique internationale. Avec lui, nous allons faire le décryptage de l'actualité et des faits qui ont marqué notre monde. Juste après ceci. Bonsoir Monsieur Serge Nedro. Bonsoir Ibrahim. Merci d'être sur le plateau de Breaking News. Avec vous, on parle d'actualité, des faits qui ont marqué le monde. On démarre rapidement. Le président Trump a mis en exécution sa menace, celle de réduire le soutien militaire et aussi de retirer le service de renseignement américain. Quelles sont les conséquences, bien sûr, de cette décision que je dirais drastique au niveau de l'Ukraine? Cette décision, évidemment, comme vous l'avez dit, Ibrahim, est une décision grave, sans précédent. On a quand même, depuis la Seconde Guerre mondiale, on voit que 80 ans d'alliance entre les États-Unis et l'Europe, avec l'OTAN, l'alliance évidemment transnationale, transatlantique, avec l'OTAN, qui est une alliance de défense en réalité, et donc qui est une alliance militaire de défense qui consiste évidemment à défendre chaque membre de l'alliance par l'article 5 de cette alliance. Donc évidemment, partant de cela, les États-Unis, sous l'administration Biden, s'est engagé à pouvoir protéger, sécuriser, ou venir en renfort en matière de sécurité à l'Ukraine par rapport à ce que l'Ukraine a demandé, puisque l'Ukraine a demandé une certaine adhésion. Mais il faut dire que depuis la section pouvoir du président Donald John Trump, en tant que 47e président des États-Unis, il a eu quand même des positions, le président des États-Unis a eu des positions assez claires. Je parle du président Trump, il a eu des positions assez claires où il a dit que l'aide à l'Ukraine devait être arrêtée lors de la campagne présidentielle. Et il faut dire que cet arrêt est une suite logique de l'altercation qu'il y a eu la dernière fois entre le président Trump et le président Zelensky. Vous Zelensky. ne trouvez pas cette décision venant du président américain un peu drastique, un peu énergétique? Évidemment, c'est une décision très forte, comme je le disais tout à l'heure, mais une décision qui fait suite à l'altercation, évidemment, dans le bureau ovale entre le président Trump et le président Zelensky, là où le président Trump avait demandé au président Zelensky de pouvoir signer un accord sur les terres rares, les minéraux rares de l'Ukraine, qui sont des minéraux importants pour l'industrie militaire américaine et l'industrie technologique américaine, mais le président Zelensky a refusé cela parce qu'il a voulu des garanties de sécurité avant la signature, et je pense que c'est ce qui a déclenché l'ire des États-Unis, l'ire du président Donald Trump, et qui a donc décidé de mettre fin à la fois, pour vos téléspectateurs, je vous l'ai dit, à la fois à l'aide militaire et l'arrêt, le deuxième coup dur, c'est l'arrêt sur le renseignement militaire. Est-ce qu'on ne pourra pas dire en même temps que le président Trump, qui voulait emprunter la voie de la diplomatie, a quelque part échoué? Je pense qu'il n'a pas échoué. Ça peut être vu comme un échec, mais je pense qu'il n'a pas échoué parce que c'est une manière de discuter, c'est une manière de voir les négociations avec le président Trump. Si vous lisez très bien son livre qu'on appelle Art of Deal, l'art de dealer ou l'art de faire une transaction entre deux personnes, il dit clairement, il dit qu'il faut, lorsqu'on discute d'un compromis avec un adversaire, il faut mettre la barre haute, il faut lui donner des coups de pression jusqu'à ce que l'adversaire comprenne que vous êtes utile à 100%. Et c'est ce qu'il fait. Donc aujourd'hui, c'est vrai que l'arrêt de l'aide militaire des États-Unis à l'Ukraine, une aide très importante d'ailleurs, très importante, qui est quand même de 30 à 35%, parce que de tout l'armement de l'Ukraine a envoyé à ramener le président Zelensky, le président ukrainien, à la table des négociations. Parce que à la suite de cet arrêt, le président Zelensky a fait une adresse où il dit qu'il est prêt maintenant à signer non seulement l'accord sur les minéraux, les terres rares, mais en plus, il est prêt à signer un accord de cessez-le-feu d'1 mois avec la Russie. Justement, peut-on dire que cette pression exercée par le président américain Donald Trump fonctionne? Ça fonctionne, évidemment, ça fonctionne, parce qu'on voit que tout bouge. Tout bouge autour du président Zelensky. Il est prêt, son conseiller à la sécurité nationale a discuté avec le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis qui s'appelle Mike Waltz. Donc, il a dit clairement que son président était prêt à aller
aux négociations avec la Russie. C'est vrai qu'il y a 24 heures de cela, ou quelques instants, où le président Zelensky s'est encore rétracté en disant qu'il ne veut pas discuter avec les Russes, mais, parce qu'il partait au sommet européen qui s'est passé aujourd'hui. Mais je pense que là, nous voyons vraiment la pression américaine s'exercer, parce que sans les États-Unis, sans l'aide militaire américaine, l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre ni récupérer ces terres j'ai envie de dire, ces terres déjà prises par la Russie. Ben alors, les États-Unis ont-ils d'autres moyens de pression, d'autant plus qu'aujourd'hui, comme vous l'avez signifié, l'Union européenne se mobilise pour se ranger, pour apporter une aide conséquente à l'Ukraine. Oui, les États-Unis ont plusieurs moyens de pression, C'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont coupé l'aide militaire, le renvoi des armes pour l'Ukraine. Ils ont coupé, j'ai envie de dire, le renseignement militaire, qui est un élément extrêmement important, parce que nous voyons que les États-Unis ont plusieurs satellites qui couvrent l'Europe carrément, et donc ça rend effectivement l'armée ukrainienne très aveugle sur le terrain, mais ils ont une troisième arme, un troisième moyen de pression assez importante, et ce troisième moyen de pression assez important, c'est évidemment Starlink, le réseau Starlink, parce qu'aujourd'hui on est dans une guerre nouvelle, une guerre qui consomme beaucoup plus de technologies, mais ces technologies sont liées à l'Internet évidemment, et donc on a besoin des terminaux Starlink, des réseaux Starlink pour pouvoir soit faire le guidage des missiles, pour pouvoir faire, j'ai envie de dire, le guidage des drones qu'on envoie, et permettre à ce que, évidemment, les droniers, évidemment, et les autres opérateurs puissent, puissent travailler ensemble. Donc, Starlink est un élément extrêmement important. J'ai entendu aujourd'hui l'Union européenne ou les Européens dire que Eutelsat 16 pouvait remplacer Starlink, mais je pense que Starlink n'a pas d'égal jusqu'à présent. Starlink est beaucoup plus puissant, n'est pas repérable par la Russie, et je pense que Starlink sert beaucoup par rapport à la guerre électronique que mène aujourd'hui la Russie contre l'Ukraine. Alors, les États-Unis, la Russie, l'Ukraine, l'Union européenne également, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que nous partons vers une troisième guerre mondiale? Évidemment, c'est un risque majeur, et je crois que le président Donald John Trump a révélé cela, ou l'a répété, j'ai envie de dire, lors de la discussion vendredi dernier avec le président Zelensky dans le bureau ovale. Il a dit simplement que Zelensky est en train de mener le monde vers une troisième guerre mondiale, parce que c'est le scénario probable qui risque d'arriver. Parce que voilà le scénario dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, les États-Unis demandent à ce que l'Ukraine puisse aller à la table des négociations pour trouver un accord de paix. Ça, c'est une réalité. Maintenant, l'Union européenne dit non, il faut qu'on aide, évidemment, sinon les pays européens, y compris l'Angleterre, disent qu'il faut qu'on aide, j'ai envie de dire, l'Ukraine à aller, à se défendre, à continuer la guerre. Et on parle aujourd'hui, en fait, en réalité, de la venue ou l'arrivée des troupes européennes sur le terrain, le théâtre militaire ukrainien, pour pouvoir être comme des forces de maintien de paix. Mais imaginez-vous un seul instant que la Russie ou l'armée russe puisse viser, j'ai envie de dire, ces troupes européennes avec des tirs. Bon, ça va forcément demander à ce que les autres pays puissent riposter. Justement, et on risque d'être entraîné vers une troisième guerre mondiale. Au niveau du président Zelensky, ne serait-il pas parce que plusieurs accords ont été signés et ces accords n'ont pas été peut-être respectés ou respectés par la Russie, qui ne favorisent pas ou ne permet pas au président Zelensky de signer de nouveaux accords? Eh bien, vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. C'est vrai que, évidemment, le président Poutine, à un moment donné, comme Zelensky le dit, c'est Zelensky que je répète ici, et à un moment donné, n'a pas respecté un certain nombre d'accords. Mais en même temps, le président Poutine aussi accuse les Européens que les accords de Minsk, parce que je pense que vous faites référence aux accords de Minsk, qui avaient été menés par l'Allemagne et la France, évidemment. Et le président Poutine aussi dit que l'Ukraine n'a pas respecté les accords de Minsk, parce qu'il paraît, évidemment, sinon il est dit dans les accords de Minsk qu'il fallait mettre en place ce qu'on appelle un pouvoir fédéral qui allait donner une certaine autonomie, j'ai envie de dire une certaine autonomie aux régions du Donbass, ainsi de suite, et de Kherson et aux autres régions. Et donc, ça n'a pas été respecté, et à partir de là, aujourd'hui, tout le monde est méfiant. Mais à un moment donné, comme le président Trump l'a dit, il faut que les belligérants puissent s'asseoir à la table des négociations et discuter. Et comme le président Trump l'a dit, il a dit également qu'il est prêt à protéger les entreprises américaines qui vont
aller, j'ai envie de dire, travailler pour les terres rares. Donc, la présence des travailleurs américains, évidemment, va susciter forcément la présence des forces militaires américaines qui ne seront pas véritablement des forces militaires étatiques, mais ça peut être des agences, des sociétés de sécurité privées qui pourront évidemment protéger. Et donc, c'est une présence américaine qui va donner une certaine garantie à l'Ukraine. Et je pense que nous partirons vers tel accord de paix. Pour vous, quel serait le meilleur moyen ou le moyen le plus efficace de ne pas aller vers cette troisième guerre mondiale? Bon, je pense que le moyen le plus efficace, c'est ce que l'Afrique dit tout le temps. Vous savez, en Afrique, nous, on a une façon de voir. Quand il y a un problème en Afrique, on dit, les Africains disent, il faut qu'on aille sous l'arbre à palabre, évidemment, pour pouvoir régler les problèmes. Donc, une sorte de négociation. Donc, moi, en tant qu'Africain, je pense que je veux dire au monde entier que l'Afrique aujourd'hui, où les Africains appellent les belligérants à s'asseoir et à négocier sous l'arbre à palabre pour que, évidemment, la guerre puisse s'arrêter. Donc, le meilleur moyen ou le seul moyen ou le moyen unique, c'est de réunir les belligérants autour d'une table. Et c'est ça la réalité des faits. Et je crois que c'est ce que le président Trump est en train de faire. Donc, après, il faut évidemment des garanties de sécurité comme l'Ukraine le demande. Oui. Mais la simple présence, comme je le dis, des entreprises américaines vaut évidemment ou peut vouloir ou bien peut être interprété comme évidemment une présence de garantie de sécurité pour l'Ukraine. Donc dans un premier instant, il faut aller à la négociation, il faut permettre à ce que chaque partie fasse des concessions et à partir de ces concessions, il faut un accord de cessez-le-feu dans un premier instant et puis après l'accord de cessez-le-feu, il faut évidemment cessez-le-feu, il faut évidemment un accord de paix qui pourra permettre à ce que les différentes parties puissent aller vers la paix. Bon, il y a et apaiser aussi les tensions. Vous dites? Apaiser les tensions des deux côtés. Apaiser les tensions des deux côtés, parce que c'est l'Europe encore. Oui. Vous voyez que les deux guerres mondiales se sont déroulées où? Sur les terres européennes. Effectivement. Voilà, les deux guerres mondiales. Donc, est-ce qu'on va aller encore à une troisième guerre mondiale sur la même terre européenne pour que la même histoire puisse se répéter avec des plans Marshall, avec de nouveaux plans Marshall pour redémarrer une économie mondiale? Je pense que le monde n'en a pas besoin. Le monde a besoin de stabilité, le monde a besoin de paix, le monde a besoin de respirer, le monde a besoin, j'ai envie de dire, d'affronter les nouveaux défis majeurs qui sont les défis climatiques, qui sont les défis de souveraineté alimentaire, qui sont les défis j'ai envie de croissance démographique. Le monde a besoin de paix pour pouvoir faire face à ces différents défis-là. Et je pense qu'il est juste et normal que les Africains disent aux Européens, aux Américains, aux Russes et aux Ukrainiens de s'asseoir sous l'arbre à palabre africain et pouvoir régler ce problème-là par le dialogue, évidemment, et par l'entente parfaite entre les deux pays frères que sont l'Ukraine et la Russie. Merci, M. Nedro. Nous étions presque à la dernière question. En même temps, je vous demande, est-ce que vous avez un message particulier à lancer au monde? Mon message, c'est le message de paix, évidemment. En tant que, d'abord, homme de droite et en tant qu'Africain surtout, en tant qu'Africain, c'est un message de paix. Vous savez que l'Afrique est un continent ensoleillé, un continent qui aime la paix, un continent, évidemment, qui a dans ses racines là de résoudre ses problèmes. Et je pense que c'est à juste titre qu'en tant qu'Africain, que je puisse demander aux Européens, aux Américains, aux Russes et aux Ukrainiens de s'asseoir sous l'arbre à palabre et pouvoir régler ce conflit par la négociation. Parce que sur le terrain militaire, aucun pays, aucun État ne peut gagner. Même si un conflit nucléaire était engagé, aucun pays ne pourrait sortir victorieux. Et donc, il faut forcément la négociation. Et au bout de la négociation, nous verrons la paix. Nous avons pris beaucoup de plaisir à décrypter l'actualité du monde avec vous, M. Nedro. Merci à vous d'avoir suivi le décryptage de l'actualité avec nous. Et on se donne rendez-vous pour un prochain numéro.